Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 21 septembre et c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Du coup, pour l'occasion, avec la fondation Vaincre Alzheimer, on a décidé de réaliser cette vidéo pour justement un petit peu expliquer les choses que vous ne connaissez pas forcément sur la maladie. Alors peut-être, avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais juste rappeler que c'est important quand même de financer la recherche. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Et voilà, je notifie quand même que je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Je pense que c'est important aussi de le préciser. Du coup, la maladie d'Alzheimer, je pense qu'en tout cas, en termes de nom, tout le monde le connaît, tout le monde en a déjà entendu parler. Maintenant, est-ce que vous savez finalement vraiment ce que c'est? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas une maladie rare. En France, on compte environ 1 million de personnes atteintes de cette maladie, donc ce n'est pas rien du tout. Sachant qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte son âge, plus la prévalence augmente, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes de cette maladie. Et quand on est dans la tranche d'âge des plus de 80 ans, on a environ 15% des personnes qui sont atteintes. Ça fait quand même plus d'une personne sur 10. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la maladie d'Alzheimer est la première cause de démence en France. Alors, démence, c'est un mot qui fait un petit peu barbare, c'est un mot qui vous parle peut-être pas. Du coup, on va essayer de le définir. La démence, c'est quoi? La démence, finalement, c'est un syndrome qu'on va retrouver dans différentes maladies, dont la maladie d'Alzheimer. Du coup, pour répondre à ce syndrome, il faut plusieurs critères pour qu'on puisse dire qu'il y a une démence. Pour parler de démence, il faut qu'il y ait des troubles cognitifs. Alors, c'est quoi les troubles cognitifs? C'est des troubles, on va dire des capacités intellectuelles. Par exemple, la mémoire, c'est ce qui vous parle le plus quand on entend maladie d'Alzheimer. Mais les troubles cognitifs, ce n'est pas que les troubles de la mémoire. On peut avoir des troubles de l'attention, on peut avoir des troubles des gnosies. Les gnosies, c'est un mot un peu bizarre, mais qui signifie la reconnaissance, d'accord, reconnaître quelque chose, que ce soit un dessin. Par exemple, si je vous montre un lion et que vous me dites une girafe, vous avez un trouble des gnosies. On peut avoir aussi des troubles des praxies. Les praxies, pour faire très simple, c'est finalement ce que vous allez faire par exemple de vos mains, c'est-à-dire diriger une action vers quelque chose. Donc si par exemple, je vous dis de dessiner une horloge en indiquant voilà, qu'il est 14h20, si vous n'arrivez pas à le faire, vous avez un trouble des praxies. Dans les démences, on peut retrouver aussi des troubles du comportement, des troubles de l'humeur, des troubles des interactions sociales. Ça peut s'associer avec les troubles cognitifs. Et après, élément très important aussi pour parler justement de ce syndrome, c'est qu'il faut que justement ces symptômes soient durables dans le temps. D'accord? Il faut que ça dure vraiment plusieurs mois pour qu'on puisse poser le diagnostic justement de démence. Et autre critère important, c'est qu'il faut que ça altère l'autonomie dans la vie de tous les jours de la personne atteinte. Maintenant, juste pour préciser, parce que dans la médecine, les choses évoluent, les choses changent. Comme je disais, démence, c'est peut-être un mot qui fait un petit peu peur. En tout cas, c'est vrai que la plupart des gens utilisent ce terme. Mais aujourd'hui, on commence à bifurquer et on parle plus de maladies neuro-évolutives. Dans les maladies neuro-évolutives, maintenant, on va trouver plusieurs causes. Mais la plus grande cause de maladies neuro-évolutives, ce sont les maladies neurodégénératives. Pareil, c'est un mot un petit peu barbare, un petit peu compliqué, mais il est quand même assez transparent. C'est-à-dire que c'est une maladie dans laquelle on va avoir une perte dans le temps des cellules nerveuses, des neurones. Et dans les maladies neurodégénératives, en top 1, on a la maladie d'Alzheimer. Par contre, attention, il ne faut pas en oublier une qui est quand même très présente, mais pas forcément connue de tous. C'est la maladie à corps de Lewy, qui peut être confondue avec la maladie d'Alzheimer et qui représente quand même aujourd'hui en France environ 250 000 personnes. Donc ce n'est pas rien du tout. Mais j'y reviens juste après. Maintenant, je vais m'arrêter un peu plus sur la maladie d'Alzheimer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de cause identifiée de la maladie. On considère que c'est une maladie multifactorielle, mais on n'a pas une cause bien définie qui fait que vous allez développer la maladie. Par contre, ce qu'on sait, c'est ce qui se passe un petit peu au niveau du cerveau et qui fait que la maladie va apparaître. Alors je vais le faire simple sans être trop compliqué, mais je vais utiliser quand même des termes un petit peu techniques. On va avoir dans le cerveau l'accumulation anormale de certaines protéines. Les noms, je vais les donner, ça va être la protéine Tau et la protéine bêta-amyloïde. Alors retenez-les juste un peu, ça va avoir son importance dans la suite pour le diagnostic. Pour faire le diagnostic, on va avoir besoin d'un faisceau d'arguments. D'abord, il va avoir évidemment
toute la clinique que j'ai évoquée tout à l'heure, avec les troubles cognitifs, potentiellement les troubles du comportement, la perte d'autonomie. Mais ensuite, on va devoir s'aider d'une imagerie cérébrale. Et cette imagerie, ça va être une IRM. L'IRM va nous permettre en tout cas d'éliminer, premièrement, une autre cause de troubles cognitifs, pour être sûr que ce ne soit pas justement des troubles cognitifs liés par exemple à des problèmes vasculaires ou à une tumeur par exemple. Et on peut retrouver sur l'IRM des éléments qui vont être en faveur justement de la maladie d'Alzheimer. Mais à côté de ça, il va y avoir un examen qui va permettre vraiment, réellement, de poser le diagnostic de la maladie. Quel est cet examen? Ça va être la ponction lombaire. Est-ce que ça vous parle, ponction lombaire? Non, peut-être que vous en avez déjà vu. C'est finalement une piqûre, un prélèvement qu'on va faire justement dans le bas du dos, entre deux vertèbres, pour aller chercher du liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal étant le liquide dans lequel baigne le système nerveux central. Et dans ce liquide, on va chercher quoi? Vous devinez, j'en ai parlé tout à l'heure, on va chercher les protéines que j'ai évoquées. La protéine Tau et la protéine bêta-amyloïde. Je pense que du coup, vous en savez déjà pas mal sur la maladie d'Alzheimer, en tout cas sur le début et sur justement le diagnostic. Maintenant, je vais juste revenir quand même sur la maladie Accord-de-Lewy parce que c'est important, je pense, de la connaître, vu que comme je disais, ça concerne quand même 250 000 personnes en France. Et peut-être quand même que la maladie Accord-de-Lewy, ça vous parle parce que récemment, si vous suivez un petit peu l'actualité, Internet, les réseaux, etc., vous avez peut-être entendu parler d'un personnage public, en tout cas en France, qui a justement évoqué être atteint de cette maladie, et c'est Catherine Laborde, l'ancienne présentatrice de la météo, qui a même fait une interview très touchante au sujet justement de la maladie. On peut confondre au début la maladie Accord-de-Lewy avec la maladie d'Alzheimer parce que comme je l'ai dit, on va avoir les troubles cognitifs, on peut avoir les troubles du comportement, mais ce qui va vraiment différencier, c'est que en plus de ça, va s'associer un syndrome parkinsonien. Le syndrome parkinsonien, c'est quoi? Ça va être des tremblements de repos, des troubles de la marche, une rigidité justement lors des mouvements. Donc on va avoir ce syndrome qui va être associé aux troubles cognitifs. Et en plus de ça, dans 80% des cas, on va avoir des hallucinations, qu'elles soient auditives et visuelles. Et en plus, peut se rajouter à ça des troubles psychotiques, par exemple à type de délire, de paranoïa, de fausse reconnaissance. Voilà, ce genre de choses, mais j'entre pas forcément dans les détails. Je pense que c'est déjà pas mal. Après, maintenant, on peut aborder un sujet forcément qui va intéresser tout le monde, c'est les traitements. Que fait-on aujourd'hui quand on développe une maladie d'Alzheimer? Je vous avoue que j'ai pas forcément la réponse. Mais pour répondre à ces questions, on va rencontrer une spécialiste, la professeure Claire Paquet, qui va justement essayer de répondre à toutes ces interrogations. C'est parti. Bonjour professeur, merci de m'avoir accueilli déjà dans votre service et d'avoir pris le temps pour répondre à quelques questions. Du coup, je vous laisse juste peut-être vous présenter aux spectateurs qui ne vous connaissent pas forcément pour dire justement un petit peu ce que vous faites, quelle est votre spécialité. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis la professeure Claire Paquet, je suis chef de service du Centre de neurologie cognitive à l'hôpital Lariboisière Fernand-Vidal, où on prend en charge des patients qui souffrent de troubles neurocognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, la maladie Accord-de-Lewy, mais aussi d'autres troubles cognitifs d'origine non neurodégénérative. Très bien, justement, aujourd'hui, on s'arrête principalement sur la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai déjà fait un petit débrief sur justement les signes cliniques, la prise en charge initiale en termes de diagnostic. Mais maintenant, la question en tout cas que moi je me pose et que je pense beaucoup de personnes se posent, c'est pour ce genre de maladie, en particulier la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des traitements, des médicaments thérapeutiques pour justement guérir la maladie? Alors, dans la maladie d'Alzheimer, spécifiquement, puisqu'on va parler de cette maladie aujourd'hui, il y a 3 approches. La première approche est dite symptomatique. Donc, on va donner des traitements qui vont améliorer les symptômes. Donc, une des classes de médicaments, c'est un nom compliqué, s'appelle les anticholinésterasiques. Ça fait partie de ces médicaments qui ont été remboursés. Ce ne sont pas les seuls qui ont été remboursés en France, mais ça fait partie de ces médicaments qui ont été remboursés puisque nos autorités de santé qui sont obligées de gérer le financement des médicaments estiment qu'ils ont moins de bénéfices que par exemple des chimiothérapies dans des cancers. Leur efficacité n'est pas remise en cause puisqu'on est le seul pays au monde à les avoir déremboursés. Ensuite, quand il y a une dépression, une anxiété, on peut aussi mettre des traitements symptomatiques dans ce cadre-là.
Le deuxième axe de traitement, ce sont des traitements en voie de développement et qui vont viser les protéines qui se déposent dans le cerveau, la bêta et la tau. Ça, ce sont des traitements que l'on reçoit dans le cadre d'essais thérapeutiques. Ces essais thérapeutiques durent assez longtemps, minimum 2 ans, et nécessitent soit des perfusions, soit des injections sous-cutanées, soit la prise de nouveaux médicaments. Donc ça, ce sont des traitements qui ont déjà montré que les patients qui bénéficiaient de ces traitements évoluaient moins vite que les patients qui avaient le placebo, le faux médicament. Mais pour l'instant, cette différence n'est pas suffisante pour que les traitements soient validés. Mais en tout cas, on peut considérer que c'est en bonne voie. Le troisième axe, c'est les approches non pharmacologiques. Donc tout ce qui est réadaptation, entraînement cérébral, même entraînement physique, le sport est une bonne approche non thérapeutique. Donc voilà les 3 approches que l'on a. Les traitements symptomatiques qui sont déjà validés et qu'on peut prescrire, les traitements en cours de développement qui font partie encore de la recherche et les traitements non pharmacologiques. D'accord, juste pour revenir et pour bien souligner un élément que vous avez dit que donc il y a des médicaments symptomatiques qui étaient remboursés avant et qui ne le sont plus, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas efficaces. Exactement. Leur efficacité a été démontrée et il y a d'autres médicaments en France qui ont été déremboursés et qui sont efficaces. Maintenant, ce sont des efficacités, vu qu'on a un budget fixe, ce sont des efficacités relatives, par exemple, à d'autres molécules plus récentes qui arrivent dans d'autres maladies, puisque le budget est poolé de toutes les maladies. D'accord, très bien. Et pareil, quand vous utilisez le terme du coup de symptomatique sur la maladie d'Alzheimer, finalement, concrètement, chez une personne qui va prendre un médicament anticholinésterasique, quel va être le bénéfice visible chez cette personne? Alors, les anticholinésterasiques visent à améliorer le taux d'acétylcholine dans le cerveau. L'acétylcholine, c'est cette petite molécule qui va passer de neurone en neurone pour faire fonctionner la mémoire, l'attention, etc. Donc on va augmenter le taux d'acétylcholine dans le cerveau et on va augmenter le niveau de vigilance, le niveau d'attention, chez certains patients le langage, assez rarement la mémoire. Généralement, quand l'attention et la concentration s'améliorent, on a l'impression que la mémoire s'améliore, ce qui n'est pas faux, mais en tant que tel, les troubles de la mémoire resteront. Donc l'intérêt de ces traitements-là, c'est améliorer le niveau de concentration, de vigilance et d'attention, ce qui permet au patient d'être plus dans l'échange avec son entourage, avoir des conversations plus longues, une concentration plus longue, et 2, à terme, avoir un ralentissement de l'évolution. Par exemple, dans une étude suédoise en population générale très récente, il a été montré que sous anticholinésterasique, il y avait moins de mortalité et moins d'hospitalisation des patients qui prenaient les traitements. D'accord, très bien. Du coup, en tout cas pour ce type de traitement, on va justement soulager les symptômes, peut-être ralentir l'évolution de la maladie, mais dans les médicaments que vous avez évoqués qui sont justement en cours de développement, est-ce qu'on est sur l'idée de vraiment arrêter le processus de la maladie et de guérir? Alors, arrêter le processus et guérir, c'est un petit peu différent. Enfin, en tout cas pour moi, guérir, c'est revenir à l'état antérieur. J'ai une fracture, on me répare la fracture, mon os a à peu près la même forme qu'avant. Donc guérir, c'est revenir à l'état antérieur. Aujourd'hui, on n'est pas à dire qu'on va revenir à l'état antérieur pour les patients, c'est-à-dire rendre les neurones ou les synapses qu'ils ont perdues. Donc ce qu'on fait, l'objectif, c'est d'enlever les protéines anormales pour ralentir l'évolution. Et l'idée, c'est de diagnostiquer beaucoup plus tôt, ce qui fait qu'en ralentissant l'évolution, on va avoir des patients qui vont garder une autonomie. Donc on ne va pas arrêter complètement l'évolution, mais l'idée, c'est de mettre des traitements, par exemple, pendant 1 ou 2 ans, on ralentit bien l'évolution, puis on fait une fenêtre, et quand on voit que l'évolution reprend, on remet les traitements. Ça sera probablement ça le schéma thérapeutique. Je m'avance un petit peu, parce qu'on n'en est pas là, mais ça sera probablement ça le schéma thérapeutique qu'on aura avec ces traitements. D'accord, j'espère que vous avez compris. En tout cas, moi, j'ai bien saisi. Mais du coup, je me pose aussi une petite question, c'est sur la prévention par rapport à ces maladies. Donc, est-ce qu'il existe des moyens efficaces, peut-être, de prévenir l'apparition, justement, de ces problèmes, de ces pathologies? Alors, il y a 2 types de prévention. Il y a la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on fait une prévention avant que la maladie n'apparaisse. Et la subtilité importante dans les maladies neurodégénératives, c'est que les protéines commencent à se développer environ 15 ans avant les premiers symptômes. Donc prévenir, c'est au moins 15 ans avant. Et puis il y a la prévention secondaire, c'est-à-dire une fois que les protéines ont commencé à se déposer ou qu'on a commencé à avoir des symptômes,
tout faire pour pas que ça ne s'aggrave trop vite. La prévention primaire, les facteurs ils sont bien connus, puisque aujourd'hui on voit qu'il y a moins de cas de patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer que ce qu'on pouvait attendre. Les estimations des années 80 estimaient qu'on aurait beaucoup plus de maladies d'Alzheimer en 2020. Et on voit qu'en fait, on est en deçà des chiffres attendus. Les facteurs qu'on suppose, c'est un bon contrôle des facteurs de risque vasculaire, notamment l'hypertension, le diabète, le cholestérol, une diminution de la consommation du tabac, de l'exercice physique et surtout de l'éducation, surtout ou aussi de l'éducation. Donc ces 4 facteurs-là sont très importants. Une consommation modérée d'alcool, puisque l'alcool est toxique pour les neurones, une consommation importante d'alcool va entraîner des troubles de la mémoire, même sans maladie d'Alzheimer. Donc ces facteurs-là, ils sont classiques finalement et ils préviennent un peu toutes les maladies, le cancer, l'infarctus, mais ils ont montré une efficacité, en contrôlant ces facteurs-là depuis 30 ans, on a moins de patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer que ce qu'on aurait pu avoir. Donc ça, c'est la première chose. Pratiquer un sport, bien manger, pas être en surpoids, contrôler sa tension, son diabète, son cholestérol, ne pas fumer et avoir une vie sociale. Donc ça, c'est vraiment à la main de tout le monde, je dirais. Et ensuite, la prévention secondaire. Je commence à avoir des troubles, on m'annonce une maladie d'Alzheimer précoce. Comment puis-je faire pour ralentir le processus au maximum ? Il y a les traitements, bien sûr. Il y a une bonne alimentation. Il faut éviter de maigrir parce que je dis souvent avec mes patients que la mémoire suit le poids. Si le poids baisse, la mémoire baisse. L'inverse n'étant pas vrai. Si on prend 10 kilos, voilà. Éviter si possible les anesthésies générales, ça n'est pas toujours possible, mais si par exemple on doit avoir une prothèse de genou, une prothèse de hanche, c'est mieux de faire sous anesthésie loco-régionale. Et puis il y a certains médicaments qu'on appelle anticholinergiques qui font baisser le taux d'acétylcholine dans le cerveau qu'il faut éviter de prendre. C'est pareil, c'est pas toujours possible, mais on essaye d'éviter la prise de ces médicaments-là. Et enfin, éviter, c'est pareil, c'est pas toujours possible, les infections. Donc par exemple, la Covid ou la grippe accentue considérablement les symptômes. C'est très intéressant parce qu'il y a des choses que je ne savais pas du tout. Mais juste, je reviens sur la prévention primaire. Vous avez parlé un moment d'éducation, je rebondis juste dessus. Il y a une idée, je ne sais pas si c'est une idée reçue, qui dit justement pour éviter d'attraper Alzheimer, il faut faire fonctionner son cerveau beaucoup, apprendre par cœur, le stimuler en fait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue ? Non, ce n'est pas une idée reçue. Alors on n'évite pas complètement. En fait, quand on stimule son cerveau, qu'on fait des études, qu'on fait des jeux, qu'on fait des activités, on crée des nouveaux réseaux. C'est-à-dire qu'on a autant de neurones, on n'augmente pas notre nombre de neurones, mais par contre, nos neurones ont plus de réseaux entre eux, ce qui fait que quand la maladie arrive, eh bien, l'information intellectuelle a plusieurs voies de passage. Donc si par exemple la plaque est ici et qu'il n'y a qu'une voie, le symptôme va être très important. Si on a exercé notre cerveau et qu'il y a une voie, 2 voies, 3 voies, 4 voies, 5 voies, l'information va contourner les lésions de maladie d'Alzheimer et donc du coup les symptômes apparaîtront plus tardivement. Donc on n'évite pas complètement la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas on retarde la survenue et on retarde l'apparition des symptômes. Ok, super intéressant. Et peut-être une dernière question pour conclure, c'est justement quand les gens sont pris un petit peu au dépourvu, que dans la famille il y a quelqu'un qui commence à développer des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, est-ce qu'il y a un circuit à connaître ? Est-ce qu'il faut aller justement directement à l'hôpital, aux urgences ? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens, voir le médecin traitant ? Pour vous, quelle est la suite à partir du moment où on décèle chez quelqu'un les troubles de la mémoire ? Alors, le premier correspondant, c'est le médecin traitant. Parce qu'il connaît le patient, il connaît la maladie, il va pouvoir faire un petit peu la part des choses. Par exemple, si on est face à un patient qui a une consommation d'alcool importante, ces troubles de la mémoire sont probablement dus à l'alcool. Et ça, le médecin traitant, il est capable de faire ce tri-là, ce diagnostic-là. Ensuite, le médecin traitant va pouvoir prescrire le premier bilan, la prise de sang, l'IRM, être sûr qu'il n'y ait pas un trouble de la thyroïde qui peut donner des troubles de la mémoire ou une tumeur cérébrale ou des lésions vasculaires qui peuvent expliquer en partie les lésions. Donc, de mon point de vue, le premier correspondant, il faut que ce soit le médecin traitant. Après, il peut arriver, comme on vit au quotidien avec nos conjoints, nos enfants, nos parents, qu'on ne se rende pas compte qu'il y a des troubles de la mémoire qui apparaissent et qu'on sous-estime ça et que finalement, le jour où on s'en rend compte, on est dans une situation déjà très aiguë, par exemple une grande confusion. Le patient attrape la Covid et avec la Covid, il devient complètement confus. Donc souvent, ça, les
familles et les patients vont aux urgences dans ces contextes très aigus-là. Mais le premier correspondant en situation, je dirais, calme, ça doit être le médecin traitant. D'accord, donc ça c'est très important à retenir. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour des questions que tout le monde se pose, entre guillemets. Donc, merci encore de m'avoir accueilli, d'avoir répondu aux questions. Avec plaisir. Merci encore. Et du coup, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas peut-être à poser des questions supplémentaires en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.